Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'interview politique de Vision qui vous est proposée ce soir à partir du Centre international des conférences à Alger, J-2, donc avant le début d'un scrutin législatif qui ne permet pas encore, il faut le dire, de prédire la couleur de l'arène politique et l'Assemblée populaire nationale. Les cartes semblent avoir été redistribuées, ce qui bouleverse d'une part les certitudes de certains partis politiques rodés à la fraude électorale et ouvre de l'autre le champ politique à des visages nouveaux, voire des compétences nouvelles, compétences politiques qui pourraient bien nous surprendre. Le verdict de l'urne reste par ailleurs lié à celui de la participation. Lui aussi devra refléter l'intérêt ou non que portent les Algériens pour ce scrutin législatif, décrit au final comme une étape logique, voire indispensable, dans la consolidation des acquis démocratiques récents. Pour en parler, nous recevons M. Mohamed Charfi, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Bonsoir, Monsieur Charfi. Bonsoir, madame. Et merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion, encore une fois, de parler aux téléspectateurs de Canal Algérie. Et vous êtes le bienvenu. Alors, on va commencer par le bilan de cette campagne électorale qui a été riche à plusieurs niveaux d'évaluation. Et même si l'on considère qu'il n'y a pas eu d'incident majeur lors de cette campagne électorale, certains ont relevé le manque de débat contradictoire, l'inconsistance du discours politique et clairsemé parfois par certains dérapages verbaux. On vous reproche aussi, M. Charfi, au niveau de l'ANI, de ne pas avoir été très réactif, de ne pas avoir réagi à certains de ces dérapages. Comment leur répondez-vous ce soir? Bien, je vous remercie. Je ne voudrais pas répondre à la tentation de donner une réponse en commençant par la fin de votre question. Parce que je considère qu'il est très normal que les gens attendent beaucoup de l'autorité nationale indépendante. Mais voilà, la tentation de commencer par la fin reprend le dessus. Mais allez-y, vous êtes libre de répondre voilà. Comme il vous plaît de faire. Oui, il y a effectivement la perception qu'on peut avoir de l'extérieur de l'autorité vis-à-vis des événements qui peuvent émailler une campagne électorale. Mais il y a aussi la philosophie et l'essence politique de l'autorité nationale indépendante qui lui impose la prudence et la pondération dans la réaction vis-à-vis des événements de la campagne électorale. L'ANI ne peut pas jouer aux pompiers dans ces conditions, puisque parmi les objectifs supérieurs qui sont poursuivis, c'est le remodelage du paysage politique, aussi bien à travers le code électoral qu'à travers la gestion des campagnes électorales. Nous privilégions par-dessus tout la réalisation d'un consensus à la fois entre les compétiteurs et entre l'ensemble des compétiteurs et l'autorité nationale indépendante. C'est ce que nous avons adopté comme attitude lors des présidentielles, puisque tous les incidents qui ont eu lieu ont été réglés à travers des comités de sages que l'autorité avait institués et qu'elle a envoyés vis-à-vis auprès des candidats entre lesquels des incidents sont nés, et on avait pu régler, et de sorte que les relations entre les candidats eux-mêmes ont fini ici même aussi ici par une soirée commune où les gens se sont retrouvés entre des compétiteurs qui font passer au second plan leurs divergences, puisqu'ils sont appelés à gérer ensemble ce pays. Donc vous ne vous reconnaissez pas dans ce rôle d'arbitre, en fait, arbitre, dans la campagne? Voilà, arbitre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire jouer au pompier, c'est le contraire. L'arbitre, ça veut dire comment empêcher comment empêcher l'incident de naître. Ici, mais comment le gérer? Alors, comment le gérer, monsieur Charfi? Je vous donne un exemple. Il y a un parti politique, il y a un chef de parti politique qui a, on peut le dire, perpétré une phrase qui a été controversée, qui, selon certaines appréciations,
pourrait porter atteinte à la cohésion nationale en direction d'une des régions du pays. Il y aurait même une plainte qui aurait été portée au niveau donc, de la justice. Comment réagit l'ANI dans ces cas précis? Voilà. D'abord, il faut que les faits soient établis auprès de l'ANI. Il faut donc que l'ANI ait été saisie par ses représentants locaux qui suivent les meetings qui sont organisés dans leurs régions respectives. Il faut ensuite que les propos aient été déclarés publiquement au cours de l'événement lui-même. À ce moment-là, il y a des gradations dans la démarche, selon la gravité des propos. N'oubliez pas que tous les compétiteurs engagés dans la compétition ont signé un engagement de respecter la loi dans ce domaine en évitant que leur discours soit entaché de propos haineux ou portant atteinte aux constantes de la personnalité nationale, et que si le cas s'avère, un premier avertissement est adressé à la personne concernée ou au parti concerné ou à la liste concernée, et si récidive il y a, ou si les propos dès le début ont un caractère substantiellement grave, de saisir la justice. C'est l'ANI qui va elle-même saisir la justice. Oui. Si les faits sont établis, c'est comme on a saisi la justice pour tous les cas de substitution des bulletins de vote, de subtilisation des bulletins de vote. C'était fait de façon apparemment innocente. C'est des manutentionnaires qui chacun a été des bulletins qui appartiennent soit à une liste indépendante, soit à un parti politique, soit disons de façon aléatoire. Mais est-ce que vous les rendez publiques, ces actions, notamment des actions en justice? Est-ce que le public bien sûr, bien sûr. Vous avez lu à la manchette des chaînes de télévision le sort qui a été réservé aux prévenus par le tribunal de TBSA. Ils ont été condamnés le jour même, présentés en présentation immédiate, en comparution immédiate devant le tribunal, qui les a condamnés à 2 années de prison et à 30 000 dinars d'amende chacun. Donc même si la campagne électorale est terminée, le chef de parti qui a donc commis ce dérapage verbal pourrait être poursuivi en justice. Voilà. Là, attention, je dis si les faits sont avérés. Il y a ici une double qualification. Parce qu'aussi, il y a violation de la période de silence. Parce que les compétiteurs, pendant la période de silence, n'ont pas le droit de faire des déclarations publiques. Très bien. Voilà. Alors, on sait que les Algériens établis à l'étranger ont ont voté aujourd'hui. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on revienne sur les tendances participationnistes dans les bureaux itinérants. Il y a eu un déploiement important dans les 58 wilayas. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça les tendances à l'heure où nous parlons? Oui. La tendance est annonciatrice d'une participation respectable à travers les bureaux. Oui, puisque le premier jour, c'est 17, voilà, j'ai les chiffres de 17,12%. Dans tous les bureaux itinérants à travers le territoire national. Sachant que les bureaux de vote qui ont commencé hier n'ont pas concerné tous les bureaux de vote itinérants, parce qu'il y a certaines wilayas plus éloignées que d'autres, où les populations sont plus éparpillées que d'autres, qui ont commencé hier. Oui. Mais d'autres ne commencent qu'aujourd'hui. Oui. Le reste n'a commencé qu'aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont commencé hier, c'est 17,12%. Je pense que c'est un début... Donc vous êtes optimiste? Oui, si je prends ça comme base. Si cette base est logique et si cette base a des raisons d'être d'être confirmée les jours qui suivent, quand samedi les bureaux
de vote fixe seront en fonction. Alors, on va parler des Algériens donc à l'étranger qui ont pris part, il faut le rappeler, comme les Algériens de l'intérieur du pays, au mouvement populaire du 22 février et ont exprimé eux aussi plus d'exigences sociopolitiques dans leur pays d'origine. Ils ont néanmoins toujours été déçus par le manque d'intérêt qu'on leur accorde après les rendez-vous électoraux. Pensez-vous que l'électorat algérien à l'étranger s'intéresse aujourd'hui à ce scrutin particulièrement, ce scrutin législatif? Voilà, vous avez fait un mix entre des propos optimistes et des propos pessimistes. Donc c'est la réalité finalement, c'est ce mix qui caractérise cet aspect de notre immigration. Effectivement, nous avons vu l'apport de l'immigration algérienne aux élections de 2015, c'est ça, non, de 1995. C'est l'élection du président Zorwal. C'est 1995. Oui, oui. Nous avons vu l'apport extraordinaire de l'immigration qui a commencé un jour avant le scrutin national et la dynamique que cela a enclenché pour la réussite de cette élection. M. Charfi, il y a eu, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis il y a un mix entre une perception optimiste et une perception pessimiste. La perception optimiste, je l'ai étayée. La perception pessimiste, c'est qu'est-ce qu'il y a eu par la suite. Oui. C'est cette déception sur la suite, née d'un élan optimiste et d'intérêt pour la politique interne du pays. C'est cette suite que tous les partis politiques, tous les citoyens dénoncent aujourd'hui, auquel on a abouti, ce processus enclenché depuis 1905, où le président Lamine Zorwal, que je salue ici bien bas, a renoncé au pouvoir pour dire voilà, nous avons organisé, donc nous avons redonné à l'État son essence et ses institutions et ses institutions. Maintenant, je laisse la place au peuple pour choisir son président. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que le processus n'a pas suivi son aboutissement logique qu'il devait réaliser. Voilà. Alors aujourd'hui, comment vous pourriez qualifier l'intérêt ou non des Algériens de l'étranger pour ce scrutin? Je pense que l'Algérien, qu'il soit à l'étranger ou sur le territoire national, perçoit que l'Algérie est en face d'un carrefour, d'un tournant décisif pour la construction de l'État institutionnel. Parce que l'État algérien est éternel, Inch'Allah. Donc de l'État institutionnel, que nos pères ont qualifié d'État qui survit aux hommes, etc. Et donc ils ont cette perception que le tournant est décisif. Maintenant, comment le prendre? Certains prennent la logique démocratique, c'est-à-dire, comme c'est un tournant décisif, il vaut mieux que ce soit nous qui le pilotions, nous, citoyens, qui le pilotions et que nous choisissions la bonne direction à prendre. Et donc, les tenants de cette logique, évidemment, ont conscience qu'ils doivent participer à l'élection pour choisir les meilleurs et qui sont nombreux à prétendre représenter notre communauté étrangère. Et puis, avec les nouvelles règles d'exigence de niveau universitaire, d'exigence de jeunesse, etc., oui. Il y a effectivement de la réserve pour répondre à ces conditions-là. Alors, bien. Juste pour un petit peu avancer sur cette question, on sait qu'aux dernières législatives, la diaspora algérienne avait pratiquement boycotté les urnes. Et en cause, il y avait ce fameux article 51 de l'ancienne Constitution qui disqualifiait de fait, on s'en souvient, les binationaux des hautes fonctions, de prétendre aux hautes fonctions de l'État.
article abrogé depuis. C'est quelque chose qui a beaucoup blessé la communauté algérienne à l'étranger. Est-ce que vous pensez que cette plaie a été refermée, qu'il n'y aura pas un vote sanction ou un boycott sanction de la part de la communauté, justement, qui n'a pas guéri de ces déconvenus? Oui, oui. On sanctionne la faute quand elle se perpétue. On ne sanctionne pas. Donc on ne sanctionne pas l'élan de correction et la dynamique nouvelle qui est poursuivie. Oui. Donc je pense que la logique veut que puisque cette épine qui était plantée dans la Constitution a été enlevée, je pense que ne serait-ce que par convalescence, il y aurait un mouvement inverse dans le sens positif. Très bien. On va parler de la participation, Monsieur Mohamed Charfi, parce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'ANI a contribué à percer l'abcès de fixation autour de la fraude électorale, avec son expérience courte, certes, mais qualifiée comme réussie dans les 2 précédents rendez-vous électoraux, mais avec des taux de, avec des taux de participation faibles mais assumés. Est-ce que vous pensez que cela suffira à éliminer le spectre du boycott ou de la faible participation cette fois-ci pour ces élections? Oui. Bon, sincèrement, moi, le spectre du boycott, sincèrement, quand je vois le nombre de candidats, quand je vois le nombre de souscriptions nécessaires pour chaque candidat qui soit candidat indépendant sur liste indépendante, c'est un scrutin de liste. Donc quand on parle de candidats, c'est des listes. Donc les listes qui soient indépendantes ou partisanes, quand on voit le parcours du combattant nécessaire pour réussir à confectionner un dossier, on ne peut que conclure à une dynamique de participation. Parce que tous ces citoyens qui ont donné leur caution à 24 000 candidats, oui. si on multiplie, ne peuvent pas dire à ces candidats, bon, on vous a avec, mais là on reste en spectateur, on voit ce que vous allez faire sur l'arène ou dans l'arène. Donc vous sentez un engouement pour ce scrutin? L'engouement des compétiteurs est certain, puisqu'il est mathématique. Mais j'en déduis que l'engouement est en général, dans tous les systèmes démocratiques, l'engouement pour la compétition est sous-tendu en général par une perception chez les compétiteurs d'un engouement conséquent chez les électeurs. Très bien. Alors ce scrutin législatif, le scrutin en général législatif est singulier dans la mesure où il porte plus que les autres le double caractère de la représentativité donc et de la diversité populaire. Si la participation est faible, Monsieur Charfi, à l'issue de ce scrutin, avec quel acquis démocratique pourrions-nous nous retrouver? Écoutez, madame, c'est vrai que l'intensité, la profondeur de la légitimation ne peut pas ignorer le taux de participation. Oui. Il y a une obsession autour de cette question. C'est cette obsession qui me semble injustifiée. Pourquoi? Parce qu'en démocratie, il n'y a pas de seuil. Minimum. Il n'y a pas de seuil minimum. Bien que certains systèmes électoraux ont adopté mais, disons, l'essence de la démocratie veut que c'est la majorité des décideurs, c'est-à-dire de ceux qui ont entre les mains le choix des élus, c'est cette majorité-là qui est significative en démocratie. Par conséquent, le taux de participation est important sur le plan de l'expression de la légitimation, de la quantification en quelque sorte de la légitimation, quantification qui n'a pas de fondement juridique, quantification qui a un fondement, j'allais dire, presque subjectif. Donc c'est un paramètre pour moi, moins important que les autres, c'est ce que vous voulez dire? Dans la mécanique parce qu'il y a les paramètres juridiques, il y a les paramètres juridiques, il y a les paramètres subjectifs. Dans les systèmes où il n'y a pas de seuil minimum de participation pour fonder le pouvoir, la légitimation par la participation est un élément subjectif. Oui. Donc il est perçu différemment par les uns et par les autres. Mais il n'en confère pas moins une légitimité
légale, une légitimité juridique pour gérer les affaires du pays. Mais à ce moment précis de notre histoire, M. Charfi, nous sommes passés par ce mouvement populaire extraordinaire qui a tout emporté sur son chemin. Est-ce que nous pourrions nous contenter d'un Parlement, entre guillemets, mal élu? Voilà. Je continue. Donc, et vous me donnez raison par votre question. Effectivement, bien sûr, sur le plan de la perception subjective, quand je dis subjective, ça ne veut pas dire que c'est une perception non fondée. Hein. Subjective, c'est-à-dire fondée sur l'analyse personnelle des uns et des autres. Effectivement, plus le taux de participation est élevé, plus il confère une légitimation et une légitimité subjectivement plus confortable. C'est tout à fait normal. Donc, en tant que président de l'ANI, bien sûr qu'un taux de participation de 60%, pour moi, me contenterait en tant qu'Algérien mieux qu'un taux de participation de 50%. 50% mieux qu'un taux de participation de 40%, c'est clair. Mais je dis qu'il ne faut pas qu'on en fasse une fixation pour éviter de faire des erreurs d'analyse. Parce que les candidats qui seront élus, quel que soit leur degré, soit à la russe ou à la 99,99%, soit à la démocratie, c'est-à-dire à la démocratie réelle, c'est-à-dire ce que le peuple décide. Il a participé à 30%, et il a élu le Parlement à 25%, eh bien, c'est un Parlement légitime. C'est le premier défi de l'ANI, depuis qu'elle organise les rendez-vous électoraux, c'est la probité des scrutins, quitte à avancer, assumer. C'est notre raison d'être. En finir avec la politique des quotas. Parce que ça mène à la politique des quotas aussi. Quand on commence à manipuler les chiffres, pourquoi s'arrêter? On dit il y a 99% et puis on va partager cette fraude. On va partager cette fraude en la répartissant. Non. Pour l'ANI, pour le président de l'ANI, l'œuvre salvatrice qu'on peut offrir au peuple algérien, c'est la vérité des chiffres, c'est la vérité sur la participation, c'est la vérité sur les choix du peuple. Et ça, si on ne fait pas ça, nous trahirons la confiance du peuple algérien quand il a exigé par le Hirak béni, le Hirak qui a mené dans un élan pacifique des millions d'Algériens une exigence d'une autorité indépendante des élections. Eh ben, c'est notre raison d'être et par conséquent la vérité sur tous les plans, la vérité sur les candidats qui seront élus, la vérité sur la participation, la vérité sur le poids de chacun et la vérité sur la répartition spatiale de la nouvelle composante parlementaire. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en mesure, M. Charfi, avec l'expérience que vous avez capitalisée à travers les derniers rendez-vous électoraux, vous êtes en mesure d'avancer comme ça un chiffre sur la participation, un pronostic, évidemment? On me pose ça chaque fois, cette question. Je dis il y a une différence entre prédiction et prévision. Oui. Bien. On peut prédire, mais prédiction, il faut que ce soit qu'il y ait des bases mathématiques, qu'il y ait des bases scientifiques. On ne peut pas prédire le comportement humain. On ne peut pas le prédire. On ne peut pas dire, voilà, il y a telle probabilité que les gens votent. À part si on se fonde sur des sondages. Sur des sondages, voilà. Donc vous ne voulez pas vous avancer sur des prédictions farfelues, c'est ce que vous dites? C'est ça. Ma formation, ne vous le permet pas. Ma formation scientifique. Oui. Par conséquent, j'évite les démarches subjectives. Très bien. Alors, certains spécialistes ou observateurs de la sphère politique voient dans l'acte de voter, peut-être particulièrement lors de ce scrutin législatif, une forme de caution au pouvoir, alors que d'autres affirment que l'enjeu est cette fois-ci bien plus grand, bien plus exigeant. C'est tout simplement la sauvegarde de l'État national. Cela doit forcément être une pression supplémentaire pour l'ANI, pour la réussite de ce scrutin. Est-ce que vous êtes prêt à relever ce défi qui, on l'a vu, comparé aux autres rendez-vous électoraux, son exercice paraît plus difficile cette fois-ci? Oui. Plus laborieux. Oui. L'exercice est difficile depuis le jour où l'ANI a été créé.
Certains, je l'ai dit pendant les présidentielles, ont traité le président de l'ANI de fou d'avoir accepté pareille mission. Mais c'est la conviction que le sauvetage que le peuple demande à l'ANI équivaut, toute proportion gardée, au sauvetage de l'Algérie lorsque nos pères ont décidé de la libérer du joug du colonialisme. Libérer le citoyen, libérer la citoyenneté de tous les maux de la bureaucratie, de l'argent sale, des quotas, des allégeances, et j'en passe. C'est une œuvre pour laquelle, personnellement, je considère que c'est le but de ma vie. Alors, quels sont Donc les moyens... rien ne nous arrêtera dans cette quête. La présidentielle a montré que l'ANI a été au-delà même de sa mission non, au-delà des espérances que ceux qui ont demandé. Personne ne croyait que l'ANI allait réussir les présidentielles avec les arguments et avec les critères d'empêcher la fraude, d'éliminer la politique des quotas, de fermer définitivement la boîte noire, de fermer l'usine à fabriquer les présidents, etc. etc. Quelles sont aujourd'hui les garanties supplémentaires qu'offre l'ANI pour la réussite de ce scrutin en dehors des autres rendez-vous qu'elle a organisés par le passé? Comme je le disais, ce scrutin législatif est bien plus complexe, ne serait-ce que techniquement déjà, il est plus exigeant. Oui. Qu'est-ce que vous offrez cette fois-ci comme garantie? La garantie, c'est d'abord la maîtrise du processus technique. La garantie, c'est la maîtrise du processus technique malgré la courte durée, puisque nous avons été en possession de la nouvelle loi qu'à peu près 48 heures avant la convocation du corps électoral. Presque en même temps. Bien, presque en même temps. Mais malgré tout, nos ingénieurs ont pu développer une application autonome. Puisqu'il ne faut pas oublier que les présidentielles, nous les avons organisées sur la base de l'application qui gérait les élections avant la naissance de l'ANI. Oui. Bien. J'avais affirmé à l'époque qu'à défaut de rendre la fraude impossible, je la rendrai non productive pour celui. Et c'est vrai. Nous avons imaginé des solutions artisanales peut-être, en sécurisant à la fois les PV de dépouillement et les bulletins de vote eux-mêmes, de sorte que celui qui tente de frauder un bureau, il lui faut un siècle pour arriver à réaliser ses desseins. Bien. Et cette fois-ci aussi, nous avons mis au point une application intrinsèque par les ingénieurs de l'ANI qui décèlera la moindre. Je vous donne un exemple. Il y a sur 600 000 encadreurs, il y a eu 600 et quelques encadreurs qui étaient impliqués avec des partis candidats, des partis C'est la crainte de certains représentants de partis politiques d'ailleurs. IES, des partis IES, oui. Donc candidates. Et eux, peut-être, ils ne pensaient pas à mal. Mais le système d'analyse que nous avons mis en place les a détectés. Donc 600 et quelques parmi 600 000. Donc vous les avez on les a éliminés. On les a éliminés. Voilà. Pour vous dire que ensuite, le contrôle du scrutin lui-même, la participation des candidats au bureau de vote, leur participation au niveau de la commission, ce que lors de la réunion qui a regroupé le président de l'ANI avec les représentants des partis politiques. Une vingtaine de partis. Oui. C'était des représentants, c'est tous les partis qui étaient engagés dans l'élection qui étaient concernés. Je ne pouvais pas réunir les partis. C'était 15 ou 16 partis qui représentaient l'ensemble des partis politiques. Il faut qu'on s'entende sur ça. Plus les représentants des candidates indépendantes, des candidats indépendants, qui étaient un représentant par wilaya. Alors, il a été dit que lors de cette réunion, le FLN et le RND n'étaient pas représentés. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a pas que la FLN. Les partis qui se sont réunis ont choisi des partis pour les représenter, mais les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ont été éliminés.
Ils étaient représentés lors de cette réunion, le FLN et le RND? Pas tous les partis qui sont venus représentent l'ensemble de la classe politique. Oui. Il n'y a pas eu de choix de parti. C'est eux qui ont choisi, c'est pas l'ANI. Oui, oui, oui. Nous les avons invités à désigner les représentants de la classe politique et celui qui a pris l'initiative au nom des partis politiques pour nous demander cette réunion a été chargé aussi de contacter les collègues qui l'ont chargé pour désigner les représentants de la classe politique aux entretiens avec l'ANI. Par conséquent, nous sommes à distance entre tous les partis, donc, et à distance entre tous les candidats. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de choisir nos interlocuteurs. Alors, justement, vous avancez un petit peu sur ma question suivante, puisque certains ont reproché à l'ANI d'avoir contribué à affaiblir davantage les formations politiques en faveur des listes indépendantes, avec un rejet massif de leur dossier de candidature et dont les recours n'ont d'ailleurs pas trouvé écho auprès du Conseil de l'État. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur Charfi? Eh ben, je réponds par un non catégorique. Je rejette catégoriquement cette démarche. Parce que, les statistiques montrent que beaucoup de listes ont fait un recours devant les tribunaux administratifs. Mais les recours ont été approuvés par les tribunaux administratifs, mais rejetés par la suite, pour leur majorité, par le Conseil de l'État. Oui, parce que ce n'est pas par le Conseil d'État. Parce que l'ANI avait fait appel. Oui. Parce que lorsque l'ANI a rejeté les dossiers, elle avait des éléments que la loi a prévus. Et donc le Conseil d'État a réexaminé. Et c'est ça la démocratie saine. Il y a un arbitre indépendant qui est la justice. Donc ce n'est pas l'ANI qui a rejeté, c'est le droit qui a rejeté. Parce que vous ne pouvez pas être candidate si vous ne représentez pas tel critère. Oui. C'est tout. Les critères pour lesquels les listes ont été rejetées, je les avais exposés. Oui. J'ai dit voilà, tant de pourcents concernent la notoriété de fréquentation de l'argent sale. Justement, et c'est ma question, est-ce qu'il est vrai que certains partis vous ont demandé de montrer un peu plus de souplesse vis-à-vis de cette loi et que vous auriez refusé catégoriquement? Oui. On ne m'a pas demandé. Non, on ne m'a pas demandé, mais ils savaient à l'avance ma position. Moi, je ne suis pas là pour transiger sur l'application de la loi. Je suis là pour assurer l'application équitable de la loi entre tous les candidats. Ce qu'un candidat demande doit être possible pour tous les autres candidats. Donc je rejette formellement cette démarche de demande d'une souplesse vis-à-vis de la presse, parce qu'ils savent que, en ma qualité de magistrat, que je n'ai jamais transigé sur l'application de la loi, surtout en matière de lutte contre l'argent sale. Le truchement de l'argent sale, justement, c'est la deuxième priorité, après la probité du scrutin. Tout a été mis en place à travers d'abord le code électoral. Vous parlez d'un système qui détecte un petit peu les mouvements un peu suspects. Aujourd'hui, on peut considérer que ces élections seront propres, qu'il n'y aura pas l'entachement donc de l'argent, de la corruption. C'est bien, je vous remercie. Vous m'avez fait une belle expression, là, détecter les mouvements. C'est bien. Vraiment, vous avez bien exprimé ce que j'essayais d'exprimer depuis tout à l'heure. En tout cas, le système mis en place, à travers donc la surveillance des candidats eux-mêmes. Deuxièmement, à travers la confection de nouveaux documents électoraux qui n'ont pas existé à ce jour. Par exemple, les listes des candidats sont imprimées wilaya par wilaya sur les PV. Par conséquent, il est impossible de refabriquer ou d'imprimer un PV. Voilà. À travers ces deux éléments, ne serait-ce qu'à travers ces deux éléments, la fraude est impossible. À travers la présence donc d'un contrôleur au moment du déroulement du scrutin, des contrôleurs des partis politiques et des listes indépendantes au moment de la confection des bulletins, et ensuite à travers la qualité et le contenu des PV eux-mêmes qui ne sont pas faits à la main, mais
qui sont donc fabriqués par l'application suite au résultat du dépouillement au bureau de vote et que personne ne peut altérer par la suite. Très bien. Voilà. Alors, au-delà du débat sur la présence bénéfique ou non dans la sphère politique de la société civile, de son rôle aussi, il y a eu un tas de débats dans la presse, notamment dans différentes tribunes médiatiques. L'irruption de ces listes indépendantes fait craindre une composition parlementaire incolore et sans identité politique, avec un personnel politique donc, qui a un capital expérience réduit, voire inexistant. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Monsieur Mohamed Chorfi? Non, sincèrement, c'est une démarche qui m'étonne un peu. Qui m'étonne un peu parce que un homme politique peut se définir comme étant un homme qui est en charge de la gestion de la gouvernance de son pays. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'un partisan. C'est pas nécessaire, c'est pas une condition sine qua non. Quand on est dans un parti politique, on dispose d'une machine qui est faite pour ça. Quand on est hors d'un parti politique, ça veut dire qu'on a besoin d'autres soutiens, d'autres formes de soutien. Celui qui s'engage dans cette voie, c'est qu'il peut s'assurer ce genre de soutien. Et puis, il ne faut pas oublier que parmi les grands hommes politiques qui ont marqué la gouvernance dans les différents pays occidentaux ou dans les pays qui nous entourent, ne sont pas toujours issus d'un parti politique. J'avais dit que les partis politiques sont le réservoir de la gouvernance politique. C'est vrai, mais ils ne sont pas le réservoir exclusif. Il peut apparaître des grands hommes politiques en dehors de tout parti politique. On a vu que des candidats, justement, issus de la société civile, n'ont pas pu présenter un programme à caractère national. Oui. Dans cette campagne électorale. Oui, il ne leur est pas demandé de présenter, sincèrement. Ce n'est pas aux députés qui représentent une circonscription électorale à présenter un programme national. Ça, c'est le propre des présidents de la République. Oui, parce qu'ils prétendent gérer l'ensemble du pays, l'ensemble de la population. Un député représente la circonscription électorale. Mais un parti politique, M. Charfi, il a une vision plus globale. Mais ce ne sont pas les partis politiques qui sont engagés en tant que tels. C'est des listes des partis politiques. Donc il y a une nuance. Et une nuance, bien sûr. Cette liste représente une circonscription. Ah, si on était dans un système de proportionnalité nationale, oui, peut-être la question se poserait. Oui, mais là, on est dans un système de proportionnalité locale. Et donc, ça reste toute proportion. Donc, ça répond un petit peu à la préoccupation donc, de la consistance ou non du discours politique aujourd'hui présenté par les candidats indépendants, qui ont été critiqués. Oui, bien sûr, parce que les gens regardent ça à l'ordre national. Oui. Un jeune qui s'engage pour représenter sa région, et pourquoi on lui demande de penser à transformer l'Algérie entière? Oui, quand il sera candidat, à ce moment, quand il sera élu, à ce moment, dans le Parlement, il devient membre d'une institution nationale qui doit, à ce moment-là, c'est ça le paradoxe. Le Parlement doit se libérer parce que le mandat des députés est national et il n'est pas local. Mais lui, il est candidat local. C'est une région qui va l'élire. Donc il doit répondre aux exigences de cette région, aux ses électeurs. Mais une fois qu'il est élu, ce n'est pas un mandat impératif, c'est un mandat national. C'est-à-dire qu'il n'a plus de compte à rendre à ses électeurs, il a des comptes à rendre à la nation entière. Mais est-ce qu'il y a cette capacité, vous pensez, d'avoir une vision globale, de pouvoir justement, d'avoir la capacité de légiférer? Ce sont les futurs... Oui, mais oui. Ça c'est le propre du travail collectif. Travail collectif. Il génère une logique collective, une dynamique collective. Donc c'est une formation sur le tas, un peu, c'est ce que vous dites? Non, c'est tous les parlements du monde où il n'y a pas de proportion, où la représentation est locale, où c'est comme ça que les gens se forment. C'est comme ça que les gens se forment. Et ça ne veut pas dire qu'au bout d'un mandat, on est prêt à être président de la République, mais c'est comme ça qu'on se forme politiquement. Dans la politique, voilà. Dans la sphère politique. Voilà. Alors certains parlent d'une composante parlementaire inédite avec coalition entre un certain nombre de partis politiques et d'autres voient cette APN, cette future APN, une APN mosaïque faite de partis de la mouvance à la fois nationaliste, de partis islamistes et d'indépendants. Comment la voyez-vous, vous, Monsieur Charfi?
Sincèrement, voilà, on revient au point de départ, c'est de prédire ou prévoir. Si on voit la structure des candidatures, où les listes indépendantes sont légèrement plus élevées, mais où on voit que la tendance commune, c'est d'abord l'importance de l'élément universitaire. Il y a 309 listes formées à 100% d'universitaires, oui, et qui sont à la fois parmi les partis politiques et parmi les listes indépendantes. Alors nous sommes passés, il faut le rappeler, d'une APN remplie d'hommes d'affaires à une future APN qui sera donc investie par les universitaires. C'est un peu cette image que l'on pourrait retenir. Mais pas exclusivement. Pas exclusivement, j'ai dit, c'est de nature à introduire une dynamique scientifique positive dans le rendement et dans la production parlementaire. Oui. Sans oublier que l'élément humain, puisqu'on représente l'ensemble du territoire national, l'existence de parlementaires typiquement locaux et de nature à introduire une dimension d'humanité, une dimension de citoyenneté plus grande, bien sûr, puisque le souci aussi de respecter les spécificités locales, même si la loi ne le vise pas, mais et ce sera une réalité. Ce sera une réalité. Ce n'est pas une mosaïque au sens où d'éparpillement, puisque j'espère que le citoyen, quand il votera, ne votera pas pour son voisin ou pour sa tribu ou pour son cousin, mais votera pour celui qu'il pense qu'il apportera le plus au pays. Voilà. Donc vous pensez qu'il y aura une mosaïque intéressante, inédite, qui va apporter, construire une nouvelle... Il n'y aura pas de mosaïque. Il n'y aura pas de mosaïque. Il n'y aura pas de mosaïque. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de mosaïque. Puisque la compétition est tellement âpre et que l'existence des listes indépendantes qui sont de même niveau que les listes partisanes, parce que bien sûr, un parti dispose de militants, de milliers de militants, donc il peut faire une campagne à l'échelle nationale avec des moyens, mais au moment du scrutin, celui qui va élire connaît aussi bien le militant candidat d'un parti politique que le militant de la liste indépendante. Il les connaît aussi bien, l'électeur local. Donc, ce ne sera plus une question de moyens, ce sera une question d'appréciation des qualités de chaque candidat par l'électeur. On va terminer sur cette question, M. Mohamed Charfi, avec la complexité du dépouillement de ce scrutin législatif, avec, on le sait, 1,2 milliard de bulletins de vote qui ont été émis donc par l'ANI. La proclamation des résultats finaux ne devrait pas intervenir tout de suite comme on a l'habitude de le voir lors des rendez-vous électoraux. Comme on a l'habitude de le voir dans un autre système. Il faut préciser. Oui, allez-y. Voilà, puisque le système actuel est différent de tous ceux qui l'ont précédé. Oui. Même le scrutin de liste qui était, c'est la liste bloquée avec un classement des candidats par les partis politiques, etc. Bien. Et je vous remercie de poser cette question de cette manière. Effectivement, la complexité du système, je vais l'expliquer en 2 mots. Vous avez dit 1,2 milliard de bulletins. Dans une première phase, on va compter d'abord le nombre de bulletins qui sont dans chaque urne. C'est facile. On va supprimer ceux qui sont déchirés, ceux qui sont nuls, on va les mettre de côté. Puis on va classer les bulletins de chaque liste. C'est facile aussi, puisqu'il y a dans chaque urne au maximum 400 bulletins, environ. Donc c'est facile de les classer. Mais ensuite, quand on a classé, on va faire le dispatching des sièges entre les listes selon le nombre de voix qu'elles ont eu. Celles qui ont eu le quotient électoral, celles qui ont plus de 5%, etc. On connaît déjà à cette phase. Donc vous serez en mesure de donner une première tendance. Le paysage politique, pour dire voilà,
notre paysage politique, voilà, va comprendre tel parti, tel parti, tel parti, telle liste indépendante, telle liste, avec chacun, par exemple, 4 sièges dans la wilaya, le total, etc. Mais ça, c'est une déclaration. Donc, la définition du paysage politique. Dans une première phase, ce serait combien de temps après le scrutin, après la fermeture des bureaux de vote? Il faut connaître les PV de toutes les wilayas. Mais vous vous êtes donné combien de temps, M. Charfi? On a pris des mesures, mais on ne sait pas. C'est la tâche des bureaux de vote, des commissions électorales, à quel moment elles vont terminer. À Darar, par exemple, ça peut demander 3-4 jours pour cette première phase. Pour cette première phase. À Alger, Oran, ce sera beaucoup plus long, peut-être 4-5 jours. Mais le plus difficile, c'est de compter le 1,2 milliard de bulletins, bulletin par bulletin, et de dire, voilà, ce bulletin a donné 1 point à Mme Abada, 1 point à monsieur, et ainsi de suite. Et ensuite, on comptabilise chacun combien de points il a reçu pour dire, voilà, combien, les sièges à qui ils vont. Ils vont, les 6 sièges de tel parti vont à M. Fled, à Mme Fled, etc. C'est le 1,2 milliard de bulletins qui vont prendre le temps, parce que ça se fait manuellement. Ça se compte avec des scrutateurs et des vérificateurs qui sont assis à côté, et les membres du bureau de vote qui sont autour. Alors ça, c'est la nouveauté un peu. Hein. C'est la complexité et la nouveauté en même temps. Pourquoi? De ce scrutin. Parce que le classement avant était fait, à l'intérieur des listes, était fait par les partis politiques. Oui. Donc le jeu était fermé. Cette phase n'existait pas. Ouais. Il suffisait de voter pour la liste et les candidats sortaient d'elles-mêmes. Le premier, le deuxième, le troisième, ils sortaient d'elles-mêmes parce que c'est le... Et comme ça, on vendait, on garantissait aux gens, voilà, la première place, et vous avez les suites. Les affaires de justice nous ont montré comment ça se passait. Donc à l'image un peu des scrutins électoraux, par exemple aux États-Unis, les résultats finaux devraient être connus. Donc si je fais une estimation comme ça, une dizaine de jours après, c'est pas exagéré? Vous avez travaillé en matière d'élection? Non. Et comment vous avez cette sensibilité? Je fais une estimation sur vos propos. C'est la moyenne. C'est un peu la moyenne que vous êtes fixée. Que nous prévoyons. Très bien. Un dernier mot à ajouter, M. Charfi, avant de conclure cette entrevue. Un mot spontané. Allez-y. Je vous remercie d'abord de nous donner chaque fois l'occasion d'éclairer les électeurs algériens sur à la fois les nouveautés apportées par le scrutin, le mode de scrutin qui va façonner l'architecture du nouveau Parlement algérien, et ensuite de nous permettre d'expliquer et de donner de l'espérance à nos électeurs, à la fois que le présent électoral, que chacun reste à sa place, oui. Je parle du présent électoral, le présent électoral est de nature à inspirer confiance pour l'avenir social de l'Algérie. Et à la maintenir, cette confiance, dans la mesure du possible. C'est la raison d'être, notre raison d'être. Monsieur Mohamed Charfi, je rappelle que vous êtes le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous étions donc ici à partir du Centre international des conférences à Alger. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.